La matinale Tocsin. 7h30, 9h30. Chers amis, on continue et on commence d'ailleurs cette matinale ce matin des potrons minés après mon édito sur la fameuse affiche des JO, le Disneyland d'affiches. On va parler ce matin, bien sûr, de ce que ces gens sont en train de signer dans le dos de nos agriculteurs, c'est-à-dire les traités de libre-échange. Et la personne la mieux placée pour nous en parler ce matin, c'est toujours, on tombe toujours sur la même, sur Lauriane Bernard. Salut Lauriane, comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Ben ça va, mais je t'ai appelé pour te demander un peu que tu me parles de ça, parce que j'ai quand même l'impression que il y a beaucoup de traités qui sont signés en ce moment, en plus en ce moment au Parlement européen, et pourtant Emmanuel Macron nous a dit que il allait combattre le libre-échange, ou du moins qu'il a essayé de discuter, de faire pression notamment sur le Mercosur. Et finalement, l'Ukraine aussi. Alors, qu'est-ce qui est en train de se signer ? Le Chili, le Kenya, les Philippines aussi. Et comment ça se passe en ce moment, Lauriane ? Dans les coulisses, il y en a plein, en fait. T'as la Thaïlande aussi, t'as l'Australie. Donc là, le Chili et le Kenya, c'est un petit peu... le Chili, c'était un traité qui existait déjà, qui a été renouvelé pour mettre des nouvelles mesures dans ce traité. On en parlera peut-être après, mais c'était déjà un traité existant. Mais là, effectivement, c'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne de faire la publicité là-dessus, mais effectivement, le but, là, c'est d'en signer un maximum possible. Tout simplement parce que l'Union européenne se lance dans sa transition écologique, qu'elle a besoin de certaines matières premières, qui ne sont pas produites sur son sol ou pas en quantité suffisante du moins. Donc là, par exemple, l'Australie, on se rapproche de l'Australie pour le lithium, toujours le même. Mais faut bien savoir que dans le processus de l'Union, les choses sont, disons, la procédure est pas vraiment connue du grand public. On avait parlé, je sais que certains députés européens, eurodéputés, avaient parlé du traité sur le Chili, par exemple, l'avaient dénoncé. Donc voilà, le dénonce, les gens ne comprennent pas bien, ils se disent tiens, cet eurodéputé en a parlé, donc c'est voté. Non, en fait, il était passé en commission. C'est un petit peu comme le système qu'on a au niveau national. Vous savez, quand on a un projet de loi ou une proposition de loi, chez nous en France, ça commence par la commission des lois. Ensuite, on a la lecture au Parlement. Donc, selon que ce soit un projet, une proposition entre le Sénat, l'Assemblée nationale, et au niveau de l'Union européenne, c'est un peu pareil. Ça commence par la commission. En gros, ils nettoient le texte, ils se mettent d'accord sur un texte sur lequel ils vont discuter, ce sera leur base. Et ensuite, au Parlement, à Strasbourg, en session plénière, ils vont discuter de ce texte-là. Donc non, l'accord sur le Chili n'avait pas fini d'être voté. Les discussions ont bien lieu jeudi 28, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que les gens sont un petit peu perdus, parce que le vote ne se fait pas comme ça en un jour. Et puis l'actualité est tellement débordante en ce moment que on a du mal à suivre les dossiers dans le temps long. Mais non, le Chili il est passé au Parlement, et pour rentrer en application, il y a encore une autre étape qui devra passer par le Conseil de l'UE, donc le Conseil des ministres de l'Union européenne, pour rentrer en vigueur. Donc là, il n'est même pas encore applicable. Voilà. Mais une nouvelle fois, Lauriane, on précisons bien aux téléspectateurs ce matin, comme on le fait en permanence, que c'était la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unanimité là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Macron, il peut taper les pieds, faire la lambada sur le bureau du Conseil européen. Concrètement, ça passera. L'initiative de ces accords de libre-échange chez la Commission, et en plus, comme on en a déjà parlé, toi et moi, sur ce type d'accord, c'est effectivement c'est la majorité, pas l'unanimité. Il y a certains accords, ça, faut peut-être l'expliquer aux gens parce que c'est vrai qu'on passe toujours un petit peu. Il y a certains accords, il y a besoin de l'unanimité. C'est quand on a des accords de libre-échange très spécifiques, où en fait on introduit dans cet accord-là un règlement des litiges. On fait appel à un tribunal. En fait, il y a... pour décrire un peu ce système-là, il y a quelque chose qui est un mécanisme en droit international qui est peu connu du grand public, qui s'appelle le tribunal d'arbitrage. Donc, en fait, si une multinationale a un conflit avec un État, au lieu de passer par la justice normale des citoyens comme vous et moi quand on a un problème, ils mettent en place une procédure d'arbitrage
Ce sont des procédures très coûteuses, souvent secrètes, dont le verdict n'est pas connu par le grand public. Et donc, certains accords de libre-échange mettent en place ce genre de mécanisme. Et là, et seulement dans ce cas-là, effectivement, il faut que ce soit voté à l'unanimité et même validé par les parlements nationaux derrière, parce qu'en fait, on touche à un domaine régalien pour lequel la Commission n'a pas la compétence. C'était notamment le cas pour le CETA. C'est pour ça que tout le monde se demande cet accord de libre-échange avec le Canada, où ça en est. Et ben en fait, c'est pas vraiment la Commission qui a la main dessus. Elle a la main dessus que sur le volet échange commercial, parce qu'en fait, elle a la compétence sur l'échange commercial. Mais pour la mise en place de ce tribunal d'arbitrage, je te coupe, mais justement pour te faire réagir là-dessus, c'était donc ce qui a été ratifié à l'Assemblée en juillet 2019, c'était le volet arbitrage du CETA. C'est ça dont on parle ? Non, il me semble que le CETA, justement, il n'est pas venu sur notre. Enfin, nous, on ne l'a pas ratifié. Il n'y a que l'Allemagne à l'heure actuelle qui a ratifié le CETA. Alors, parce en 2019, je suis allé au Parlement, j'ai couvert en fait ça. C'est pour ça. Et il me semble qu'il y avait le volet arbitrage. Et ça parlait justement de ça. Finalement, les États qui devraient répondre devant la justice, une certaine forme de justice, bien entendu, face à des entreprises. C'est-à-dire comme n'importe quelle. Finalement, c'est compliqué ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus trop la main sur certains traités aussi. Ah non, là, avec ce mécanisme-là, disons que par exemple, il y a eu Philip Morris a attaqué l'Uruguay, par exemple, parce que l'Uruguay avait mis en place une politique anti-tabac. Et donc, ça nuisait à ses intérêts. Et avec ce mécanisme d'arbitrage international, il a attaqué l'Uruguay. Et il me semble que Philip Morris a gagné, d'ailleurs. Donc, oui. Donc, c'est le seul cas où, effectivement, il faut des votes à l'unanimité, que ça passe par le Parlement. Mais sinon, s'il n'y a pas ce mécanisme-là, le dernier vote, c'est le Conseil de l'Union européenne. Et c'est les ministres. Et voilà, ça passe, quoi. Pour en reparler de ces traités, puisque là, le Chili et le Kenya, concrètement, Lauriane, c'est quoi le deal ? Qui va bénéficier de traité de libre-échange concrètement ? Est-ce que c'est l'Allemagne, toujours pareil ? Qui va gagner là ? Parce que vu que comme c'est pas l'unanimité, c'est la majorité qualifiée, concrètement, il y a des pays qui y gagnent et puis il y en a qui y perdent aussi. Concrètement. Bon, clairement, au Chili, on ne va pas se raconter d'histoire, on va chercher du lithium. Je veux dire, c'était pas dans le traité de base, il n'y avait pas cet accès-là à cette matière-là, le cuivre et le lithium. Du coup, on a été renégocier ce traité pour l'accès au lithium. D'ailleurs, je pense que la Macronie a fini par le cracher parce que, à un moment, il faut bien expliquer pourquoi. Donc, oui, après, la France, le lithium, je veux dire, on a des usines de batteries qui commencent à s'installer, donc on y gagne aussi. Mais clairement, celui qui est le plus avancé sur ce domaine-là, c'est clairement l'Allemagne. Enfin, je veux dire, il y a une usine Tesla, elle est installée qu'à un seul endroit en Union européenne, c'est à Berlin. Donc, comme c'est bizarre, comme dit un candidat. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, donc je veux dire, clairement, je rappelle quand même que le plan, c'est toujours d'arrêter les moteurs thermiques en 2035, même si je dois avouer que pour le coup, quitte à parler d'Allemagne, ils ont un petit peu mis le holà. C'est quand même à cause d'eux que ce projet-là est un peu mis à l'arrêt, parce qu'ils sont en train de dire que juste le moteur électrique, ce ne sera pas vraiment possible et qu'il faut garder un peu de combustible avec des carburants neutres. Alors, je ne sais pas ce qu'est un carburant neutre, toujours dans le combustible, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, ils ne veulent pas laisser la main mise que sur l'électrique, parce que je pense que l'Allemagne est quand même en train de se rendre compte que c'est absolument un objectif inatteignable et que ça ne va pas être possible en 2035. Et puis lui, ils vendent des bagnoles. Ils vendent des bagnoles, l'Allemagne. Non, mais c'est ça. Ils ont 2-3 bagnoles à vendre, quoi. Donc, même sans parler du lithium, clairement, l'Allemagne est un pays exportateur d'automobiles. Enfin, je veux dire, là, c'est encore un secret de Polichinelle, c'est même pas un secret d'ailleurs. Donc, même sans parler d'aller chercher du lithium, d'aller conclure ce genre d'accord de libre-échange, donc qui abaisse les droits de douane dans les deux sens, l'Allemagne est un pays exportateur, il gagnera toujours, c'est dans son intérêt. Même si elle n'ira pas forcément vendre ses voitures électriques qu'elle produira, il y a encore des voitures classiques à vendre. Donc, ça lui fait toujours un débouché en plus. Ça, il ne faut pas se mentir. Donc... Alors, autre chose, Kenya aussi. Le Kenya, c'est quoi le deal, le Kenya, finalement ? J'ai entendu parler des haricots verts. On est là-dessus ? Je sais pas, moi le Kenya, je le vois plutôt, là ce serait plutôt
un petit move géopolitique, faudrait peut-être détourner le Kenya des nouvelles routes de la soie qu'essaye de mettre en place la Chine. Ouais. Il y a un peu de ça, aussi. Ouais. Après, le Kenya, producteur de fruits et légumes et de fleurs extrêmement pas chers aussi. D'accord. Donc, il y aura des fruits et légumes à bas coût sur nos étals, encore une fois. Mais là, je pense que c'est un petit peu, le Kenya, c'est une situation un petit peu encore à part, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de couper un peu l'herbe sous le pied de la Chine tant que possible. Toi, tu penses que c'est un traité qui a été signé dans un but purement géopolitique, de force technologique, hein? Ouais. Voilà, pas à 100%, mais clairement, là, on essaye d'embêter un petit peu la Chine. Voilà, à la mesure possible de l'Union européenne. Voilà. Ouais. Mais toujours au détriment des produits agricoles, hein, parce que. Oui, parce que c'est ça le fond de la question. Voilà. Le but d'un traité de libre-échange, c'est de supprimer les droits de douane dans les deux sens. Donc, la Commission européenne te dira toujours, c'est super, quand on va exporter nos produits, on n'aura plus de droits de douane, on gagnera ça, on gagnera tel marché. Mais ce qu'elle oublie toujours de préciser, c'est que ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des produits qu'on produit déjà et qui sont moins chers que ce qu'on produit déjà, tout simplement. Donc, voilà. Donc nos agriculteurs, ils continuent de crever. D'ailleurs, c'est pour ça que ce matin, je te reçois pour parler de ça. C'est finalement, on est en train de signer, et tu l'as dit, dans l'effervescence de la guerre en Ukraine, des déclarations complètement dingues d'Emmanuel Macron. On va en parler ce matin, notamment avec Nicolas Mirkovic. On va en parler avec Georges Kuzmanovic. On va parler de tout ça. Vraiment, restez bien en antenne et surtout partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous et faites un don à Toxin. Le lien est en bas si vous regardez sur YouTube et n'hésitez pas à aller sur notre site également. Maintenant, il y a les Philippines, cher Lauriane. Dans les Philippines aussi, ça y est, là, j'ai lu un article effectivement où les Philippines sont en train, avec ce pays d'Asie du Sud-Est, d'aller vouloir signer des traités notamment avec l'Union européenne, la Commission européenne même. Oui, tu as la Thaïlande aussi, l'Australie, on en parle beaucoup. Je pense que ça viendra pas. Ces sujets-là n'arriveront pas sur la table avant les élections européennes. Hein. Déjà qu'on va essayer de calmer le Mercosur tant que possible. Donc, je pense pas qu'on va évoquer ça. Et encore, je sais même pas. Dis-toi, je dis ça, mais j'en sais rien. Bon, en tout cas, je pense pas. Donc oui, là, le but, clairement, j'ai l'impression, c'est vraiment d'arriver à un monde sans entrave commerciale. La première des entraves commerciales étant quand même les douanes, les tarifs douaniers. Donc là, l'Union européenne est quand même en train de dessiner un monde où il n'y a plus aucune barrière aux échanges commerciaux mondiaux. Là, vraiment, je ne sais plus. Enfin, si ce monde-là se dessine, si on continue petit à petit à signer ces accords de libre-échange, il y aura plus. On pourra faire du commerce avec le monde entier, tout en étant inséré dans une politique de transition écologique. En interne. Mais alors en externe, il y a plus de limites. Donc. Non, c'est des vraies questions là-dessus. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que le Parlement européen, notamment, a voté cette semaine, notamment sur on va continuer à importer massivement du poulet, des œufs et du sucre ukrainien. Ça a été voté cette semaine au Parlement. Franchement, il y a de quoi mettre véritablement la rage aux agriculteurs. Là, oui, surtout que d'après ce que j'ai compris, Emmanuel Macron avait dit qu'il essaierait de faire quelque chose. Là, c'est la preuve parlante qu'il ne peut absolument rien faire. Si on continue vraiment, là, je m'inquiète pour les agriculteurs céréaliers, la moisson de 2024. Je ne sais pas comment ils vont écouler leur stock, parce que si on ne ferme pas les vannes, il faut bien comprendre que tant qu'il y a quand même du blé qui arrive à pas cher. En Union européenne, chez nous, ça tire nos prix vers le bas et nos agriculteurs n'arriveront pas à vendre au prix du marché. Là, vraiment, il n'y a plus de règles. Là, on est vraiment arrivé, c'est la jungle, pas possible. Je ne sais pas comment ça va être possible pour la moisson de cette année d'être vendue à des prix corrects. Et si on a encore un peu de temps, j'aimerais quand même signaler que l'Ukraine, avec sa production de blé, autorise les OGM. Je ne sais pas si les consommateurs européens, donc il y en a beaucoup, une grande part d'entre eux qui sont quand même capables de dire faut aider l'Ukraine, faut défendre l'Ukraine. Je ne sais pas s'ils ont pris conscience que dans le blé ukrainien, par exemple, si vous l'analysez, vous allez retrouver des traces
d'OGM. Encore une fois, ce n'est pas cohérent. La politique de l'Union européenne n'est pas cohérente. Il est interdit sur le sol de l'Union européenne de cultiver des OGM. C'est autorisé que pour une seule sorte. C'est autorisé que pour le maïs Monsanto. Il n'y a qu'une seule culture OGM qui est autorisée, c'est le maïs Monsanto, mais sinon c'est absolument interdit. Donc, où est la logique d'interdire la culture d'OGM et de l'autoriser, notamment pour des produits du blé qui vient d'Ukraine? Je pose la question. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on est vraiment en Ukraine, parce qu'il faut toujours rappeler que, tout moins sur les poulets, le monsieur pauvre, déshérité, qui s'occupe des poulets, c'est un oligarque, on est d'accord, ukrainien, qui ne vit même pas en Ukraine, qui vit, je crois, en Angleterre, et c'est ça aussi. Hein. Oui, donc on aide pas du tout. Le problème, c'est quand on essaye d'expliquer ça, vous parlez d'oligarques ukrainiens qui tient les terres. Donc déjà, dans la bouche des gens, dans les oreilles des gens, pardon, ça déjà comme du complotisme. Mais si vous voulez mettre d'accord un petit peu tout le monde, vu que depuis le Covid, la santé a été élevée en point cardinal de l'OMS, en espèce de religion, demander tout simplement si aux consommateurs français et plus largement européens, s'il est d'accord pour consommer des OGM. Et pour enrichir un oligarque ukrainien en passage. Dernière petite chose, on arrive à la fin de l'émission. J'ai vu que la France a donc interdit les dénominations steak, escalope pour les produits végétaux, mais le décret, les amis, ne s'applique pas aux importations. Donc tout ce qui est produit en France, ton décret, il vaut rien. Voilà. C'est pareil pour les OGM, qui t'a parlé des OGM. Alors, la culture d'OGM est interdite sur le sol français, mais on autorise 70 sortes d'OGM à être commercialisées, donc pour les importations aussi. Donc, pareil. Voilà, je sais bien, c'est comme ça. En tout cas, c'est notre boulot à nous, chez Toxin, de vous donner ces informations. Merci beaucoup, Lauriane, pour cet éclairage ce matin sur ces questions-là. Tu vas revenir forcément, puisqu'on a besoin de ton éclairage sur ces traités de libre-échange et sur cet aspect juridique aussi, parce que c'est compliqué. Et toi, tu es une des spécialistes. C'est pour ça que tu nous l'expliques de façon très didactique et très simple. Merci beaucoup, Lauriane, d'être passée par nos studios ce matin. En tout cas, bonne journée à toi. Bonne journée.